Bienvenue dans les rendez-vous des médias, où je pars vers celles et ceux qui œuvrent pour le partage d'informations. Ici, c'est le média des médias, où nous allons découvrir les coulisses d'une enquête, d'un événement, mais aussi des personnes de l'ombre mettant en lumière les autres. Bonjour Hervé. Bonjour. Je suis très ravi de te recevoir dans mon émission. Et moi, je suis très heureux d'être là. Bon. Vraiment. Bon, Hervé, tu as un sacré parcours. Tu as beaucoup d'expérience de terrain, de vie. Justement, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? Alors, moi, je suis Hervé Arduin, j'ai 55 ans et je suis le rédacteur en chef d'une émission qu'on appelle Faut pas rêver, qui est diffusée une fois par mois en moyenne sur France 3. Voilà. J'ai récupéré cette émission et cette responsabilité à la fois lourde mais enivrante, parce que c'est très intéressant et assez riche sur le contenu et sur la forme, il y a 6 ans. Voilà. Et mon premier réflexe a été de dire « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» On me dit « Il faut pas rêver ». C'est quoi cette injonction négative? Alors, depuis le début, j'ai trouvé la solution. Je me suis dit « Ok, il faut pas rêver, faut le vivre ». Donc, je le vis. Je le vis à l'étranger, puis en France. Et je considère que, quoi qu'il arrive, la rencontre, puisque c'est un magazine qui parle d'abord de rencontres, la rencontre, elle est aussi riche, ou elle peut être aussi riche en bas de chez toi qu'au bout du monde. Moi, j'ai fait des rencontres extraordinaires en bas de chez moi. C'est ma présentatrice Carolina de Salvo qui dit le voyage, il commence quand on se bat pour la coudoir du bus ou du train TER pour aller à la grande gare. Voilà, c'est pas la peine d'être au bout du monde pour commencer un beau voyage. Voilà. Donc moi, j'ai cette responsabilité-là. Et parallèlement, je suis journaliste parce que rédacteur en chef, c'est une fonction. Elle n'a pas mission de durer éternellement. En revanche, journaliste, je le suis, je le reste. Et journaliste, je veux l'être depuis l'âge de 12 ans. Et sur une thématique vraiment précise, je voulais faire Thierry Roland. J'adorais le foot. Je l'ai découvert tardivement. Je suis né en 67. J'ai eu une révélation avec le Racing Club de Strasbourg en 79 quand ils ont été champions de France. D'accord. Pourquoi Strasbourg, je ne sais pas. Je suis tombé en amour pour le Football Club de Nantes en 82 quand ils ont été champions de France. Et à ce moment-là, je me suis dit, voilà, moi je veux faire Thierry Roland. Je veux commenter un match de football. J'ai pas fait d'école, pour plein de raisons. Pas forcément très intéressantes, mais plein de raisons fait que je n'ai pas fait d'école. J'ai fait l'école du terrain. Et un jour, je me suis retrouvé en position de commentateur d'un match de Coupe de France, Wascal Paris Saint-Germain. J'ai commenté mon match, j'ai posé mon casque à la fin du match, et j'ai dit, c'est bon, je peux partir à la retraite. Bon, j'avais 23 ans. À l'époque, c'était 60 ans. Ça va changer. Et je me suis dit, mais ça va être long quand même jusqu'à la retraite. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à aligner les opportunités. Sans rechercher une forme de carrière ou une autre, j'ai aligné les opportunités. C'est intéressant ce que tu dis. Tu es quelqu'un de terrain, quoi. Tu as besoin de pratiquer. Toujours. C'est-à-dire que même... avant ce match Wascal Paris Saint-Germain, j'avais préparé mes fiches, je savais tout sur tous les joueurs, les connus, les pas connus. Et à un moment donné, j'étais blanc. Ouais, et j'ai dit à ma femme, faut que j'aille sur le terrain. Et j'ai été sur le terrain. Et en prenant ma voiture, c'était déjà mieux, j'avais moins le trac. Et quand je suis arrivé au stade, alors là, j'étais chez moi, quoi. Il fallait que je vienne, il fallait que je ressente les choses, il fallait que je sente l'herbe, l'odeur de l'herbe, de la pelouse. C'est cette odeur un petit peu particulière. C'était en plus un match qui avait lieu en hiver, donc c'était un peu le givre, etc. Donc tout ça, et à partir de là, j'ai plus eu peur. J'ai plus eu peur du tout. Donc oui, je suis un homme de terrain. Donc Hervé, tu as beaucoup voyagé, tu as rencontré beaucoup de gens sur ton chemin. Question un peu philosophique, mais toi, qu'est-ce que tu as appris sur l'être humain? Oui, alors c'est une question très 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 large. Il y a tout de suite une image qui me vient. Je suis à Luang Prabang et je suis au fil du Mekong avec Philippe Googler pour Faut pas rêver.
Et on sent bien qu'il nous manque encore un témoignage, qu'il nous manque encore une couleur locale. Et cette couleur, c'est le orange. C'est celle des moines bouddhistes. Et je prends un peu d'avance et je tombe sur un moine bouddhiste qui doit avoir 17 ans. Et là, j'ai des frissons à vous raconter ça parce que c'est un moment extrêmement fort. C'est-à-dire que je le regarde, je regarde autour de moi, il y a une couleur. On est en fin de journée. Comme jamais j'en vais en recroiser. C'est un Mékong très calme. On sait qu'il peut être puissant et dévastateur, mais là, il est... Enfin, bref, c'est un cadre idyllique. Je vais voir Philippe et je lui dis, je crois qu'on a trouvé. Enfin, je crois que j'ai trouvé, je viens. Et comme Philippe, il aime bien ne pas préparer, être dans l'instantanéité du moment, eh bien, il s'assied à sa table. Et là commence une discussion avec un regard, un peu comme le tien, très gentil, très dans la volonté de comprendre. Et il y a cette discussion qui s'engage. Alors, tu fais quoi? Enfin, vous, je sais plus trop. Très vite, ça va tourner au tu. Il est étudiant. Il étudie parce qu'il veut revenir dans son pays, enfin dans son village, pour devenir médecin et s'occuper et sauver les gens de sa famille. Et parallèlement, il sait qu'il doit passer par cette étape qui va lui prendre du temps, assez contraignante quand même, quand on est jeune bon, je ne sais pas comment on peut l'appeler, jeune moine, là dans cet univers-là très particulier. Et donc, et à un moment donné, il regarde Philippe, il me dit, mais... Parce que Philippe va sur la thématique du Mékong et il dit, enfin, moi quand je suis arrivé ici, je croyais que c'était la mer. Alors Philippe, il dit, la mer? Oui, la mer. Je pensais que c'était la mer tellement c'était grand. J'ai jamais vu la mer. Et là, il se retourne vers Philippe, il dit, mais toi, tu sais la mer, tu la connais, comment c'est la mer? Et là, je suis, mais au-delà de ce que je pouvais espérer. C'est-à-dire qu'en gros, Philippe, qui est l'intervieweur, devient l'interviewé, et il raconte la mer, ce que c'est que la mer, ce que c'est que cet univers très particulier, parce que c'est vrai que le Mékong, pour quelqu'un comme ce jeune moine qui venait de l'intérieur des terres, c'était déjà peut-être un aboutissement. Et il raconte sa mer, donc il raconte surtout la mer du Nord, la Manche, parce qu'il a beaucoup travaillé dans le Nord-Pas-de-Calais, mais il raconte un peu aussi l'Atlantique, il raconte cet univers portuaire, ces bateaux, etc. Et ça a été un moment mais incroyable qu'on n'aurait jamais pu mettre sur le papier parce qu'on n'aurait jamais pu l'envisager ou l'imaginer. Et puis c'est arrivé, ça a duré, on savait très bien qu'à partir de là, c'était à la fois une pépite, mais c'est une frustration énorme, parce que quand quelqu'un vous livre ça, c'est de l'ordre du cadeau, vous savez d'ores et déjà que vous serez pas à la hauteur parce que vous n'aurez pas le temps de lui accorder le temps qu'il mérite. Donc voilà, donc pour moi, si la question, parce que je l'ai un peu oublié, mais si la question c'est la rencontre, quelle est la rencontre au bout du monde, c'est celle-là. C'est celle-là, et à la fois en bas de chez moi, c'est des gens, c'est une Française par exemple, alors, pas vraiment en bas de chez moi, mais en Norvège, qui nous raconte que ils sont tellement dans des périodes avec la nuit présente qu'ils sont à la recherche continuelle de lumière. Et donc, par exemple, en Norvège, il n'y a pas de volet. La vitre, elle vient se poser juste au niveau de la façade. Donc, c'est une ouverture maximum vers l'extérieur parce que, et les Norvégiens sont sûrs de ça, personne à l'extérieur ne regarde à l'intérieur. Donc la personne, elle s'appelait Sophie française, dans un univers étranger, européen mais étranger quand même, nous décryptait une habitude de vivre, nous décryptait quelque chose qui nous permettait de comprendre que si nous Français, le premier réflexe était de regarder comment c'est à l'intérieur, le Norvégien, il est capable de passer tous les jours pour aller au travail devant une maison, volet ouvert parce qu'il n'y en a pas, et de ne pas savoir de quoi est constitué l'intérieur de la maison devant laquelle il passe. Donc ça, c'est aussi un autre style d'échange. Et puis, quand on est en bas de chez nous, moi, je sais pas, mais on est en tournage à Dunkerque pour le carnaval de Dunkerque. Ça, c'est une émission, moi, je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais, c'est une émission extraordinaire pour moi et qui s'annonce vraiment très belle. Eh bien, écouter quelqu'un privé de carnaval depuis 2 ans à cause du Covid, qui va se retrouver, qui va chanter, qui va danser,
sont des choses très très arrêtées, enfin danser, être ensemble, parce qu'on danse pas vraiment au carnaval de Dunkerque. On fait ce qu'on appelle la bande, on fait les rigodons, on fait etc. etc. Et tout ça se mélange. Et donc voilà, moi entre mon moine sur le bord du Mékong, ma Sophie en Norvège et on va dire mon Gérard à Dunkerque, ou mon Régis plutôt, tout ça c'est autant de rencontres qui ont lieu dans des conditions et dans des contextes complètement différents, mais qui sont des rencontres d'une richesse incroyable. Wow. J'aime pas comparer, mais c'est pas la peine d'être au fil du Mékong pour ressentir ce que j'ai ressenti avec Régis ou avec Gérard. C'est beau ce que tu dis. En tout cas, c'est cette communion, cette union, enfin, c'est beau en tout cas. Merci. Hervé, on va parler des médias. Ouais. Je pose toujours la question, pour toi, c'est quoi la définition d'un média et son rôle ? Un média... Alors, je vais essayer de ne pas raisonner en disant un média ne doit pas être. Je vais essayer de raisonner parce que souvent on parle sur ce terrain-là. Moi, j'entends les Anglais qui disent, vous, les journalistes, vous êtes autant de chroniqueurs, de responsables de... On peut mettre à chaque fois une espèce de barrette éditoriale sur chacun de vos articles parce que vous donnez votre avis. Or, vous n'avez pas à donner votre avis. Vous devez donner des faits. Et puis, d'autres personnes peuvent remettre en perspective. Et c'est ce qu'on appelle les éditorialistes. Pour moi, un média, c'est mettre en relation, donner matière à réflexion, donner matière à décryptage. C'est hyper important. Aujourd'hui, on sait très bien, par exemple, que le racisme vient de la non-connaissance de l'autre. Et que quand on ne connaît pas, on a peur. C'est un réflexe, on va dire, pavlovien. C'est un réflexe, c'est au niveau du cerveau, c'est comme ça, ça nous ramène, c'est archaïque. On ne connaît pas, on a peur. Le média doit permettre d'expliquer. Le média doit rester à sa place. Et chacun a sa place, mais à sa place. Donc le média doit rester à sa place, doit offrir suffisamment de pistes à celui qui a besoin du média pour dire, tiens, je ne comprends pas telle thématique, tiens, j'ai pas besoin d'un avis, je veux juste savoir ce que c'est. Je veux dire, c'est les 4 questions, où, quand, quoi, comment, puis la 4e, je ne sais plus. Mais tout ça participe à un espèce d'univers, un espèce d'écosystème qui fait qu'en fait, le journaliste doit rester à sa place. Le journaliste, moi, on me dit toujours, toi, t'es journaliste, tu sais tout. Moi, je sais rien. Je sais rien, j'ai pas fait d'études. Par contre, j'ai appris avec le temps à savoir comment remonter à l'information. Ça, c'est une première info. Et surtout, comment la vérifier. Parce qu'une information seule, ça suffit pas. Il faut la vérifier 1 fois, 2 fois, 3 fois, et là, on peut en être sûr et on peut diffuser. Alors, peut-être un peu long, mais comment vous structurez un épisode de Faut pas rêver ? Enfin, comment ça se passe ? Alors, on a une idée, une volonté, une intuition plus souvent. Donc, en fait, on est face à quelque chose qui est là, et on se dit, tiens, et si ? Bon, à partir de là, ça commence. Ça commence avec le rédacteur en chef, en l'occurrence moi, mon adjointe, Mathilde, ou des enquêteurs. Il y en a 2. Il ne faut pas rêver. Céline et Sonia. Alors, ces enquêteurs, ces enquêtrices, vont commencer à travailler sur une espèce de ligne directrice qu'on a donnée. Parce qu'il faut bien partir sur quelque chose. Moi, je dis, en fait, il faut élargir les bras un maximum. Le premier stade, c'est un stade où il ne faut pas se noyer, mais il faut quand même élargir, ramasser les informations. Les premières qui sortent, ces informations, il faudrait presque les mettre à la poubelle. C'est trop facile, puisqu'on y a pensé en premier. Mais tant que, comme sur un ordinateur, on ne supprime pas définitivement, on peut encore aller dans la poubelle, chercher des choses qu'on a dans un premier temps. Donc en fait, hop, poubelle. Et puis après, hop, poubelle. Puis après, ça c'est bien, mais il manque un truc là. Ah oui, mais dans la poubelle. La poubelle, il y avait ça. Hop, on reprend et on remet. Voilà, ça nous fait notre dossier. Puis après, surtout et urgemment, on va vérifier sur le terrain que le projet n'est pas un fantasme parisien, qu'il y a une réalité de terrain là où on est. C'est hyper important. En fait, on ne va pas faire rentrer une idée vue de Paris, en tous les cas, faut pas rêver. On ne va pas chercher à illustrer ce qu'on pense de Paris. On a une idée, on voudrait, parce qu'on sait très bien que, par exemple, je prends toujours l'exemple des calanques. Quand moi je vais dans les calanques à Marseille, je vais dire, qu'est-ce que c'est beau ? Et je vais appuyer là-dessus. C'est beau. Puis il y a des gens qui se battent pour que ça reste beau.
Et puis j'ai un pêcheur qui va me dire, mais vous avez vu là la bouche d'égout par lequel sortent les eaux usées de la ville? Bon, oui, j'ai vu. Est-ce que c'est mon rôle d'en parler? À l'échelle de France Télévisions, moi, il faut pas rêver, donc faut le vivre. Mais j'ai aussi complément d'enquête. J'ai aussi envoyé spécial. Et donc je reste à ma place et je dis, je donne l'info, mais ils l'ont déjà traité 1000 fois. Les boues rouges qui arrivent dans la Méditerranée, les urines tellement chargées d'œstrogènes parce que les poissons changent de sexe. Tout ça, je le sais. Est-ce que c'est mon rôle d'en parler? Non. À l'échelle, dans l'univers média, chacun a son rôle. Donc ça sera plus au rôle des médias locaux d'information. Donc France 3, en l'occurrence, si je reste à l'échelle de France Télévisions, le bureau local de France 2 pour les éditions nationales. Et puis, ça sera complément d'enquête, envoyé spécial, cache investigation. On a la chance sur France Télévisions d'avoir un panel tellement riche d'investigations que moi, je peux me permettre d'aller dans les calanques pour juste souligner que c'est beau. Parce que je sais que d'autres vont faire le métier à côté. Et que finalement, autant une émission pour moi, c'est une addition de bonne volonté. Un sujet, un reportage, c'est une addition de bonne volonté. Autant l'information à l'échelle de France Télévisions, c'est une addition de bonne volonté. Voilà, donc pour moi, une fois qu'on a vérifié que ce n'est pas un fantasme, ou une fois qu'on a adapté le projet à la réalité de terrain, et c'est souvent, eh ben on y va. On part en tournage, on a du tournage, on a du montage, on a une présence de Philippe de Googler ou Carolina de Salvo entre 10 et 12, 13 jours en fonction de l'éloignement par rapport au trajet, au voyage. On rentre, on a un mois de montage, on montre le montage à notre direction des magazines. Elle nous demande de changer ou nous dit « parfait, on ne touche à rien ». Bon, ça, c'est dans mes rêves, hein, parce que ça n'arrive jamais. Mais c'est pas plus mal, puisque souvent, c'est très riche en retour. Et puis après, derrière, on rentre dans une phase de post-prod de l'émission, c'est-à-dire l'étalonnage des images, parce que c'est quand même notre marque de fabrique, le mixage, et puis on arrive après à la diffusion. Donc, en fait, entre le début où on a l'idée et la diffusion, il y a en gros 6 mois. D'accord. Ok. Voilà. Et c'est déjà arrivé d'avoir des imprévus? Tout le temps. Oui, tout le temps en fait. Tout le temps. Et en fait... comment tu fais pour gérer ça, quoi, en fait? Je reste dans ma zone d'influence. Okay. Tu sais la différence entre la zone d'influence et la zone de préoccupation. Préoccupation, il pleut. Tu peux gueuler qu'il pleut. Oui, mais qu'est-ce que ça va changer? En revanche, que je regarde mon planning de tournage et que je me dise, attends, mais j'ai ces scènes-là qui sont à l'intérieur, je peux les faire maintenant. Et puis maintenant, on a des applications de dingue. Rain Today, par exemple, à la minute, ils vous disent, boum, il arrête de pleuvoir. Moi, je me souviens d'un tournage en Alsace où on avait un dernier plateau où il pleuvait. Et je ne connaissais pas l'application. C'est le réalisateur, Christian Gaume, qui a sorti son téléphone et qui a dit, il arrête de pleuvoir dans 25 minutes. Bon, on reste au chaud, hein. Ouais, non, mais c'est bon, on se prépare. On est arrivé 20 minutes avant, 20 minutes après, et 25 minutes après, dans les temps indiqués par le réalisateur, il a arrêté de pleuvoir. Incroyable. Pendant 5 minutes, ça nous a permis de faire le plateau qui manquait, plateau de fin, et basta. Wow. Donc, oui, voilà, tout le temps, il y a des gens qu'on n'a pas pu rencontrer. Moi, je me souviens d'un Déraciné des ailes, parce que j'ai travaillé comme reporter à Déraciné des ailes, et avec un sujet sur Louis II de Bavière. Et j'ai un interlocuteur qui est le monsieur Louis II de Bavière. Bon. Ce que j'avais pas prévu, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il allait sur un terrain intime, Louis II de Bavière, il bégayait. C'est-à-dire qu'en fait, il était normal. Donc, toute ma préparation, parce que j'ai pas été trop sur le terrain d'intime, ou quand j'ai été, ça m'a pas frappé, en fait. Puis je me suis dit, peut-être qu'il est ému. Sauf qu'en fait, c'était un espèce de truc... Un terrain intime, boum, bégaiement. Mais le bégaiement, c'est horrible parce que essayez de trouver aujourd'hui, donnez-moi un exemple de média, télé ou radio où on bégaye. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, les gens parlent bien à la télévision. Tous. Parce que les fautes d'orthographe ou les fautes de syntaxe, on les fait disparaître. Et puis, on enlève les bégaiements, on enlève les bon. Et lui, c'était un vrai problème. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était les châteaux qu'il avait construits, mais c'était aussi pourquoi il les avait construits. Et à chaque fois qu'on allait sur ce terrain intime, boum, il bégayait.
Donc pendant le tournage, c'était drôle parce que chacun, mon caméraman qui avait tout bon, dit « Ah, j'ai un petit problème de diaph, on peut reprendre la question ?» Mon preneur de son qui était là, qui disait « Ah, j'ai une coupure HF, est-ce qu'on peut reprendre le truc ?» Bon, alors qu'une coupure HF, ça s'entend pas dans l'absolu, c'est qu'on la découvre sur la bande, enfin quand on dérush. Et il était pas dupe, le garçon. Mais bon, voilà, il a compris qu'il avait affaire à des gens qui étaient bienveillants. Mais alors nous, qu'est-ce qu'on était un peu dans la mouise quand même, hein, parce qu'avec un mec qui bégaye tout le temps, et pour le coup, ça nous a pas empêché de l'avoir dans le sujet. Et quand il a été question de parler de l'huile de Bavière en plateau avec Patrick de Carolis, on a pris ce garçon. Génial. Et là, on a eu du nettoyage. Hein. Ils ont nettoyé, mais c'était super intéressant. Oh, j'imagine que tu as pas mal d'anecdotes, tu en as beaucoup même. Hervé, est-ce que tu as un message pour la jeunesse qui veulent se lancer dans cet univers? Alors moi, quand j'ai commencé, quand j'ai été voir, parce qu'à l'époque, j'étais plein, je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais, je l'ai déjà dit, donc il y a une belle école qui s'appelle l'ESJ à Lille. Donc j'ai dit, je vais me préparer à l'ESJ. Je me suis pas jamais préparé à l'ESJ. Simplement, je savais qu'il fallait que je fasse un DUG. À l'époque, c'était un bac plus 2. Ce mot n'existe plus, mais c'était un DUG. Et l'ESJ, le concours était accessible au DUG. Des écoles sont accessibles après le bac. Et là, l'ESJ, c'était au DUG. Maintenant, c'est une maîtrise. Enfin, c'est une licence, voire un master. Donc, ils ont parce que c'est quand même... il y a, je sais plus combien de candidats, mais ça se compte en milliers. Et par contre, il y a que 40 ou 50 postes. Quand j'ai été voir en première, je sais plus, quelqu'un au CIO, j'avais trouvé une formation qui se créait, qui était plutôt pas mal. C'était la communication, c'était pré-professionnel, donc pour moi ça m'intéressait. Il va s'avérer que c'était pas du tout ça, mais et puis et donc je vais voir la personne au CIO et qui me dit ah vous voulez vendre des camemberts à Auchan? Je dis non, je veux faire Thierry Holland. Je veux faire journaliste, quoi. Et donc, en fait, déjà, dès le début, c'était compliqué. Et il me dit, c'est bouché. Bah, oui. Et alors? C'était, attendez, j'ai 55 et 17, c'était il y a 38 ans. Bah oui, mais c'est bouché partout. Enfin, je veux dire, sinon on s'arrête et on fait quoi? Donc, moi, j'ai envie. Voilà. Donc, la première règle, c'est avoir envie. Être curieux. Souvent, je dis à des jeunes qui me demandent comment on fait pour devenir journaliste, c'est d'abord de commencer dès l'âge de 16-17 ans à aller faire correspondant dans les canards locaux qui vont vous payer. Moi, j'ai commencé comme ça en presse écrite, parce que j'ai pas fait l'école et puis à un moment donné, j'ai échoué dans les études. Donc, j'ai commencé, je gagnais, c'était en l'époque du franc, 2 centimes de francs la ligne, 3 francs 50 de la photo, 1 franc du kilomètre. Bon, très bien. Bon, c'est bien, j'étais content. La même semaine, j'ai fait le portrait de Maurice Allais, prix Nobel d'économie, et comment entretenir un gazon. J'étais nul en économie, je vivais en appartement. Mais quelque part, ça m'a ouvert l'esprit. Donc, être curieux. Aller proposer ses services dès 16-17 ans, à faire des petits résumés de matchs, à faire des petits événements, avoir un appareil photo, ne pas hésiter à développer très tôt ce que vous allez pouvoir ou ce qu'ils vont pouvoir poser lorsqu'il y aura l'oral à l'école, en disant ben moi depuis 5 ans voilà ce que je fais, voilà ce que je recueille, voilà ce que ça paye. Bon, après c'est essayer de choisir une filière qui n'est pas excluante. Mais après, moi, je suis contre les espèces de voies royales. Donc, c'est l'IEP, Sciences Po. Ce qui est dérangeant avec ça, c'est que finalement, ça fait des profils qui se ressemblent. Voilà. Bon, 70% ou 50% viennent de Sciences Po, a priori. C'est des chiffres qui datent peut-être un peu. Mais quand même. Donc, IEP, Sciences Po. Et puis après, c'est y croire, quoi. Moi, quand j'ai commencé mes études pour faire journaliste, il y avait... Est-ce qu'il y avait déjà M6? Je ne sais pas. Je pense qu'il y avait 3 chaînes ou 4. Aujourd'hui, combien il y a de chaînes? Aujourd'hui, il y a combien de blogs? Combien il y a de podcasts? Combien il y a de choses comme ça? Donc moi, je dis aux gens, aux jeunes qui ont envie de faire ce métier, c'est de ne pas... Si vraiment ils l'ont, comme dirait Ségolène Royal, chevillé au cœur. S'ils ont ça en eux, qu'ils y aillent, en fait. Parce que moi, il y a un truc qui change qui a changé par rapport à quand j'étais gamin avec une orientation, c'est la vision de l'erreur. C'est-à-dire qu'en fait,
il y a ce qu'on appelle la validation des acquis et expériences, la VAE, qui pour moi change la donne. J'ai fait un jour un reportage sur une dame qui avait créé avec son mari une entreprise de logistique. Elle avait un CAP de secrétariat trilingue, divorce, licenciement. Elle se retrouve à 45 ans sur le marché du travail avec un diplôme unique de... Je l'ai retrouvée, j'ai fait son portrait, elle était en master 2 de logistique. Elle n'avait pas son bac. Wow. On l'avait retrouvé ou trouvé l'équivalence en termes d'expérience. Donc à partir du moment où on a cet univers-là, il faut y aller. Il faut y aller parce que rien ne remplace la passion. Si vous vous levez le matin en pensant à votre retraite, c'est horrible. Après, le boulot, on a l'image du trépied du siège avec le professionnel, le familial et le social. Moi, je vais être clair, hein, mon trépied, il faut des abdos pour tenir dessus. Hein. J'ai beaucoup de professionnels, du familial forcément par mon histoire, mais mon social, il est parfois un peu limité, donc il faut que je tienne. Et bon, je suis pas connu pour avoir des abdos particulièrement, donc c'est quand même terrible. Et je me casse parfois la gueule. Mais par rapport à ça, passion, on y va, on fonce. Si on se trompe ou si on a envie quelque part de repartir et de changer de vie, tout ce qui a été fait sera pris en compte. Donc en fait, il faut y aller. Il faut y aller parce qu'en plus, il y a les chaînes infos, il y a des chaînes thématiques, il y a des émissions thématiques. Après, il y a des univers. Si vous vous dites, moi je voulais faire Thierry Roland, ce qui est déjà en soi. Mais si vous dites, je veux travailler pour France Télévisions, TF1 ou M6, bon, je suis pas sûr que vous y arrivez. Si vous dites, je veux travailler à la télévision et accepter de travailler pour une chaîne locale comme moi je l'ai fait, C9 Télévisions à Lille, qui a été un laboratoire tellement important. J'ai fait ce que j'ai pu et ce que j'ai voulu surtout. J'avais aucune pression, il y avait que ma mère qui me regardait. À partir de là, on apprend, on tente, et puis on valide. Et puis à ce moment-là, vous êtes passé par ce terrain de l'expérience, et puis une chaîne, en l'occurrence France 3 Nord-Pas-de-Calais, à l'époque c'était FR3, me repère, me dit tiens, il y a un mec, c'était la star du sport, Jean Crinon, dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est mort maintenant, mais qui partait à la retraite. Il me dit, tu veux pas venir, on a besoin de toi. Voilà, puis après c'est parti. Voilà. Donc moi je dis, foncez si vous savez que c'est ça que vous avez envie de faire. Après, aujourd'hui, on sait très bien que d'ici à 2035 ou 40, 50% des emplois qui seront sur le marché du travail n'existent pas encore aujourd'hui. Donc en fait, tout est ouvert. Faites preuve d'initiative. Faites-vous confiance. Aujourd'hui, le modèle scolaire, il ne donne pas confiance aux jeunes. Il ne donne pas confiance aux jeunes. Faites-vous confiance. Si vous avez envie, si vous savez ce que vous avez envie de faire, plantez-vous. Plantez-vous parce que vous relèverez et il y aura la capacité de faire autre chose. Mais si vous vous plantez constructif, il en restera toujours du bon. Voilà. En tout cas, c'est un beau message là, que tu fais passer, Hervé. Moi, j'adore les parcours de gens atypiques, quoi, qui aiment la pratique, qui aiment les rencontres, l'échange. Donc, on m'a raconté une fois, il n'y a pas longtemps, une histoire assez drôle. C'était un monsieur, un grand dirigeant français qui était coaché. Et c'est sa coach qui ne cite pas ce monsieur, mais qui raconte l'histoire. Et qui arrive un jour totalement dépité. Pourquoi ? Parce que son fils, qui avait fait comme lui Polytechnique Centrale, arrive et annonce à son père qu'il va faire... qu'est-ce qu'il fait ? Pâtissier. Une école de pâtisserie. Et le père, il dit, mais tu peux pas faire ça. En gros, tu peux pas me faire ça. Mais tu peux pas faire ça. Bah si, parce que j'ai fait comme toi, j'ai fait Polytechnique Centrale, machin, et je vends de je sais plus quoi chez Harpic. Il dit, je vends des trucs pour les chiottes. Elle est où ma passion ? Ma passion, elle n'est pas là. Ben moi, ça, c'est mon discours. Moi, ça, c'est quelque chose que Et je pense que j'ai vu une vidéo de Nicolas Sarkozy qui m'inspire pas plus que ça. Mais il a dit mais je me suis arrêté dessus. Il disait à ce moment-là, si on attend d'avoir de l'argent pour un projet, il n'y aura jamais de projet. C'est le projet qui fait qu'on a de l'argent. Donc ça, je trouve qu'il a 100% d'accord. Si on attend les conditions, on reste sur le quai, on prend jamais le train. Après, il faut éviter de prendre une bagnole qui va trop vite et on ne sait pas la conduire, ça c'est sûr. Mais si on a des certitudes, si on fait en sorte que petit à petit on construit son projet, ça viendra.
Alors, question pas facile, quelles sont les personnes que tu aimerais remercier, qui ont fait de toi ce que tu es? Mon père, à qui j'ai téléphoné un jour et qui pensait que j'allais faire de grandes études. J'étais à peine en licence et il m'a dit, et je lui ai dit: «Écoute, là, je viens de me viander par manque de travail absolu. Je viens de me viander, coefficient 10, je vais pas récupérer. Donc j'arrête là mes études». Blanc au téléphone. «Mais j'ai un truc à te demander. Est-ce que tu peux me passer ta voiture? J'ai besoin d'une voiture». Même là, encore aujourd'hui, je me demande comment j'ai osé lui poser la question. Et ben, il m'a filé la voiture. Et j'ai pu devenir correspondant à Nord Matin, journal du Parti Socialiste, c'est un hasard complet, mais ça me fait rire de dire ça à chaque fois, parce que... Bon, bah, bref. Parce qu'il il y avait Nord Matin et Nord Éclair. Nord Éclair, c'était plutôt à droite, et lui, c'était le journal du Parti Socialiste, comme si on pouvait s'afficher comme ça aujourd'hui, mis à part l'humanité, j'en vois pas d'autres. Et j'ai pu partir sur les routes de la Bassée, sur les routes avec sa voiture, qu'on m'a honteusement cassée un soir. Un mec bourré, il avait fumé, il s'est pas arrêté, il m'a démoli la voiture, mais j'ai pu en racheter une autre avec ça. Ça, c'est d'abord une première personne qui a compté parce que je ne cadrais pas avec ce qu'il attendait. Mais il a été d'accord pour me prêter, il avait 2 voitures, 2 petites voitures, hein, c'était pas non plus des choses, mais il me l'a prêté quand même. Ça, c'est une première chose. Une première personne qui a compté. Après, c'est tous les gens que j'ai croisés. Quand j'étais à France 3 Lille, FR3 Lille à l'époque, on était beaucoup de CDD. J'étais le seul qui habitait Lille, donc j'avais pas de frais de mission. Bon. Le rédacteur en chef arrive, et il s'appelle Jean Collin. Et il me dit, il fait très vite un diagnostic, il me convoque. Moi, j'étais le 10e sur la liste. Je me dis, bon, l'aventure se termine là. Je m'étais fait licencier par C9 Télévisions. Il me dit, bon, t'es pas le plus doué, mais t'es le moins cher, je vais te garder. Mais je crois en toi, je vais te former. Voilà, merci Jean. Merci, parce que j'en serais pas là aujourd'hui. S'il n'avait pas cru en moi, j'en ai d'autres, Hervé Brusini, à France Télévisions, que je vais croiser à Pièce à Conviction, comme Élise Lucet, comme des gens comme ça qui sont des vrais professionnels. Hervé est quelqu'un d'incroyable. Patrick Charles, qui a lancé avec Patrick de Carolis l'émission Des Racines et des Ailes. Et puis, ça commence à faire beaucoup. Laurence Bobillet, qui présentait avant le journal et qui est maintenant... qui est un petit bout de bonne femme, mais d'un courage mais incroyable. Je l'ai vu dans des situations de conflit. Alors, je voulais pas être une chose, c'était ses doigts, parce qu'elle arrêtait pas de... Ah ouais. Mais sinon, elle gardait son calme. Mais c'était incroyable, elle était très très courageuse. Elle est très très courageuse, je l'embrasse. Voilà, donc c'est des gens comme ça, j'en oublie sans doute. Et puis si, j'ai un copain, Fabrice Dujardin, ça a été mon école. Là, je l'emmerde à chaque fois, s'il l'écoute, il va... Je lui ai dit, un jour il me dit, ça c'est Fabrice, c'est pour toi cette anecdote. Un jour il me dit, on était sur l'affaire Jourdain, c'est le carnaval du Portel, 4 filles qui se font, pardon, je rigole, mais c'est pas marrant, qui se font enlever, violer, enterrer pour l'une vivante, etc. Et donc à chaque fois, on allait devant le palais de justice parce qu'il y avait une confrontation avec le juge, etc. Et un jour, il me dit, bon Hervé, ça me fait chier ces sujets-là, t'as 3 images du palais de justice. Je ne veux plus qu'on ait un sujet architecture sur l'affaire Jourdain. Ah, merci Fabrice, parce que moi, ça m'a obligé à trouver des solutions, à innover, etc. Ce que je n'aurais jamais fait s'il avait fait pour la xème fois les plans de façade, etc., etc. Donc voilà, ça c'est aussi quelqu'un qui, dans mon cœur. Bon, en tout cas, le message est transmis, Hervé. Donc, prochaine aventure. On est en train de travailler sur une émission sur le carnaval de Dunkerque, et puis après on a d'autres projets qu'on va essayer de plus de thématiser. On va avoir des thématiques. On a mis en antenne en début d'année une émission sur les aventuriers du vent. On a un projet qui va être mis à l'antenne bientôt sur les collectionneurs. J'adore. Et c'est des gens, par exemple sur les collectionneurs, on est resté en France, mais on a été aussi aux Pays-Bas parce qu'il y a une reconstitution d'une bataille historique à Groll. C'est pas Groll, enfin je ne sais plus comment c'est, Groenlo. Et ça se passe au XVIIe siècle, les Espagnols contre... Et il y a 2 Français qui débarquent là et dont la vie consiste à expliquer, encore une fois, expliquer
pourquoi ça se passait comme ça, Mm. à retrouver, à reconstituer des vêtements, à retrouver l'armement, etc. Et bon, c'est extraordinaire. On a plein de gens comme ça, et des témoignages qui sont très sympas et très drôles. On a un gendarme. Mais Cruchot peut aller se rhabiller. Hein. Cruchot peut aller se rhabiller. Il s'appelle Xavier Horry. Il est extraordinaire. Non, on a des beaux projets à venir. Waouh. C'est sympa. C'est là où tu vois toute la richesse de l'humanité, quoi. C'est incroyable. Oui, mais et c'est là qu'il faut aussi voir ou s'apercevoir que c'est pas la peine d'aller la chercher très loin. Si on se met trop de choses, on va passer à côté de... Oui. Moi, il y a des gens comme ça, il y a des rencontres qui se font sur pas grand-chose. J'ai assisté la fois dernière à France Télévisions à une conférence d'un philosophe. Parce qu'on parle souvent de l'intuition, le sixième sens. Il dit, ça c'est nul, ça n'existe pas l'intuition. Si vous vous levez le matin en disant, j'ai l'intuition que je vais gagner au loto, il dit, vous allez vous planter, vous allez devenir plus riche en ne jouant pas qu'en jouant. En revanche, il dit, il reconnaît une forme d'intuition si vous avez 10 000 heures de pratique, première condition, dans un domaine qui vous intéresse. Et avec un indice de je vais pas réussir à le dire, prédictabilité assez fort. Là, vous pouvez aller sur le terrain de l'intuition. Donc moi, des défaites en football, je peux en prédire, ou je peux avoir l'intuition que ça va mal se passer, parce que j'ai le passé et ma passion. En rugby aussi, j'adore, plus encore que le football. Je peux aussi prédire des choses ou avoir l'intuition d'un bon personnage, parce que ça fait tellement longtemps que j'en côtoie, que je connais les limites et je connais les choses. Pour le reste, après, humilité, quoi. Humilité. Et c'est ce que tu représentes, en tout cas. Je sais pas, en tous les cas, c'est ce que j'essaye d'être humble. Oui. Après, c'est compliqué. Et puis, déjà, le fait de dire « j'essaye d'être humble », putain, mais c'est juste un ego. Non, j'essaye vraiment d'être humble. J'essaye d'avoir l'humilité. C'est pas facile au quotidien, mais j'essaye d'avoir ça. Et puis, j'ai un projet personnel aussi, parce que ça fait 30 ans que je fais de l'image, 30 ans que je la fabrique pour qu'elle ait du sens, et qu'aujourd'hui, cette image, elle est tellement dévoyée, elle est tellement omniprésente, elle est tellement partout dans la société, que j'ai envie de trouver une solution pour m'en passer. Et donc, ce que tu fais toi au quotidien avec le podcast, ça m'intéresse. Parce que quelque part, ça permet... Moi, j'ai envie, via le podcast, de retrouver l'image sans l'utiliser, en fait. Une voix, un son de cloche. C'est comme un livre. Si, en ouvrant un livre, on te dit elle ressemblait à la femme de Popeye, Olive, elle était grande et sèche. Bon, là, tu la vois grande et sèche. Si tu la décris pas, tu peux la voir n'importe comment. Si tu as une cloche, ta cloche ne représentera pas la mienne. Donc l'image, moi je ferme les yeux, j'entends une cloche, je vois une église, précisément celle du village de Steinwerk, dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est un village auquel je suis très attaché. Et ce petit village-là, il a une église magnifique en restauration en ce moment, et c'est cette église que je vais voir. Et toi, tu verras autre chose, un temple, autre chose, une église, je sais pas, une cour d'école, je sais pas quelle cloche tu vas entendre et quelle image tu vas revenir. Mais sans image je t'offre, tu vas en avoir une. Et c'est ce que j'ai envie de développer là. Wow. Bon, en tout cas, Hervé, je te remercie vraiment pour ton temps, ton énergie. Avec plaisir. Ton partage. Et puis, l'aventure continue, je dis toujours ça. Ah oui, merci.